Bonsoir et bienvenue à la troisième séance de la série des séminaires sur l'antisémitisme contemporain. Ces séminaires sont organisés par le GSRL, le groupe Société Religion Laïcité au CNRS, et ISGAP, l'Institut d'études de l'antisémitisme globalisé et de géopolitique aux États-Unis. Je suis Günther Schekeli, et responsable scientifique pour le programme, mais ça ne serait vraiment pas possible sans l'aide très active de mes chers collègues Joël Alouche-Peñaoun, qui est présente ce soir aussi, Claudine Athias-Tonfu, qui est là-bas, Paul Savatsky, et aussi Glenn Feder et Charles Small, qui sont pas présents ce soir. Pourquoi une série des conférences sur l'antisémitisme contemporain en France? Il y a 10 ans, une étude a été publiée avec le titre La tentation antisémite. Maintenant, 10 ans plus tard, on ne peut plus parler d'une tentation. L'antisémitisme est devenu ou redevenu une véritable menace, donc un problème social et politique, entre autres. Donc il est quand même étonnant que ce sujet était si longtemps négligé parmi les universitaires. Apparemment, c'est la première fois qu'une telle débat tient lieu au CNRS, en tout cas avec une série de conférences comme cela, et les projets de recherche sont aussi rares dans toutes les disciplines. Revenons sur la menace antisémite. C'est une menace pour tous les Français, pour les Français juifs au premier plan, mais je répète, la menace antisémite est une menace pour toute la société et c'est encore peu compris. Là aussi, je pense il faut plus de recherche. Comment l'antisémitisme corrompt la démocratie, la pensée même, et vivre ensemble. Les auteurs de la menace antisémite sont nombreux. On peut constater plusieurs groupes. L'extrême droite, l'extrême gauche, avec son antisionisme souvent extrême, et de plus en plus répandu aussi dans la société générale, des milieux arabo-musulmans, et les djihadistes, c'est-à-dire les terroristes islamistes, qui agissent avec une idéologie antisémite génocidaire. Et là, on s'approche du sujet de ce soir. On va parler de l'antisémitisme, d'un terrorisme islamiste qui, on le voit partout, a pour cible non seulement les juifs du monde entier, mais tout l'Occident et surtout tous ceux qui ne veulent pas se soumettre de leur interprétation des textes islamiques, y compris bien évidemment des musulmans sont victimes de cette menace. Ce terrorisme acéphale, comme très bien je crois nommé, a gagné du terrain au Proche-Orient, au Moyen-Orient et aussi en Afrique. L'impact dans ces pays est désastreux et nous avons un impact important aussi ici en Europe, en France, à Paris, et même ici dans ce bâtiment, la sécurité est augmentée. Si vous avez peut-être remarqué à l'entrée un petit peu. Non, justement. Ça m'a choqué. Il était indiqué qu'on allait demander un badge ou donner un badge. Oui. Et j'ai demandé, le monsieur a eu l'air étonné, il m'a dit que ce n'était pas la peine. Ah bon. Au premier étage, c'est pas la peine. J'ai compris que c'était uniquement pour le premier étage. Peut-être. Parce qu'au premier, on ne saute pas. Mais je me souviens que quand je suis venu la dernière fois, il n'y avait personne. Je suis d'accord, ils doivent peut-être améliorer leur méthode ici, et la rigueur, mais ils ont obligé de maintenant mettre une ou deux personnes en place en bas du bâtiment, même ici dans les lieux de recherche et discussion. Ça crée des emplois. Si on veut.
vous savez peut-être aussi qu'il y a, vous avez sûrement vu, des soldats dans les rues de France. Il y a à peu près 10 500 soldats employés qui aident la police pour assurer la sécurité en France. C'est-à-dire que maintenant, il y a plus de soldats employés en action en France que hors du pays, c'est-à-dire notamment en Mali. Et à peu près, si je suis bien informé, la moitié de ces soldats est employée devant ou même dans les écoles juives et synagogues. Mais vous avez aussi sûrement vu des soldats dans les gares et d'autres lieux publics. Ce terrorisme djihadiste est globalisé et ce soir on va parler d'un certain aspect, notamment la relation entre l'islamisme radical en Afrique de l'Ouest et la radicalisation de certains Français d'origine africaine. Shalem Koulibaly parlera sur le terrorisme acéphale, antisémitisme européen. Shalem est docteur en philosophie de l'université Paris 1. Il a enseigné en France, en Israël, à l'université de Tel Aviv et à l'université hébraïque de Jérusalem, et également à Burkina Faso, à l'université de Ouagadougou. Il était chercheur à l'université de Yale aux États-Unis, et je crois que depuis 2012 aussi après sur l'ISCAP, ou 2011 à l'ISCAP à New York. Shalem travaille sur la globalisation, l'histoire et la politique d'Afrique moderne, notamment sur l'Afrique de l'Ouest, Est et Sud. Il a aussi publié un roman en 2013, si je suis bien informé, Dialogue avec la nuque. C'est conçu comme une métamémoire de sa génération, née juste après les indépendances africaines, si je peux le décrire ainsi. Je suis désolé, ce que tu m'avais envoyé ce matin, je n'ai pas imprimé, mais dans ma mémoire, tu as aussi travaillé sur les menaces Nietzsche et tu as créé une association ici en France dans les années 90, une association de dialogue entre juifs et africains à Poitiers. Voilà. Malheureusement, Nicole Lapierre qui a accepté, on était très contents et honorés. Nicole Lapierre qui a accepté d'être discutante ce soir. Elle a la grippe, elle ne peut pas venir ce soir. Ça serait bien de parler, je crois, notamment avec elle. Elle a écrit plusieurs ouvrages. Et notamment un livre en 2011, Cause commune des Juifs et des Noirs. Mais malheureusement, on va faire cette discussion une autre fois, mais je suis sûr qu'on va avoir un débat animé après ton intervention. Merci. Ok. Je voudrais remercier Gunther. Ça fait un certain temps qu'il travaille avec ISGE et donc son professionnalisme, puisque Charles était venu, on a pu travailler ensemble. Donc je te remercie pour l'accueil. Je remercie aussi tous ceux qui sont venus pour assister ou écouter cette conférence, qui est en fait une réflexion longtemps entretenue et certaines conférences données à travers le monde sur effectivement, essentiellement la relation juive et africaine, et avec tout ce qui, comme événement, peut perturber ou renforcer leur relation. Pour commencer cette conférence, j'aimerais vous donner une citation, et ensuite un exemple à méditer. Donc, vous devrez garder ces deux éléments en tête tout le temps de ma conférence. La première citation, elle vient de Lévinas. Cet extrait de Difficile Liberté.
Et ça concerne notre sujet, notamment la possibilité de résoudre le conflit israélo-palestinien par d'autres voies que celles qu'on connaît jusqu'aujourd'hui. Lévinas écrit dans Difficile liberté ce qui suit. L'univers sera étonné des possibilités nouvelles qui surgiront si, des deux côtés des frontières d'Israël, on brisait les glaives pour en faire des sortes de chariots et les chars de combat des tracteurs. Pour ceux qui sont habitués au judaïsme, vous savez que c'est dans Ésaïe, mais ici, venant d'un philosophe qui a passé son existence entière sous l'antisémitisme le plus virulent que le XXe siècle ait connu, c'est-à-dire l'antisémitisme hitlérien, Lévinas était un génie. À l'âge de 27 ans, en 1933, il écrivait un article, quelques réflexions sur la philosophie de l'hitlérisme. Et déjà, il mettait les problématiques que soulevait cette manière de voir le monde, cette manière de s'intéresser à l'être juif dans le contexte de l'Europe. Ça, c'est Lévinas. Et dans les années 80, dans son entretien avec Poirier, il se demandait est-ce que mon existence se serait passée entre un antisémitisme hitlérien et un autre qui ne cesse point de s'arrêter. Donc voici comment Lévinas, dans les années 80, voyant ce qui se passait, lisant les événements en Europe comme dans le monde, Lévinas se demandait finalement, c'est lui qui a perdu toute sa famille dans la Shoah, les a laissés, c'est lui qui a été prisonnier de guerre, c'est lui qui a, comme il dit lui-même, donné son sang pour le salut de la France. Est-ce que, en tant qu'homme, un homme ouvert, est-ce que sa vie, finalement, serait inscrite entre une parenthèse, celle de l'antisémitisme ancien et celle de l'antisémitisme hitlérien, qui est criminogène, et toutes ces effluves qui, depuis la naissance d'Israël, et surtout depuis 1973, n'a cessé effectivement de donner une nouvelle configuration à l'humanité. Et au sein de cette humanité, il y a deux peuples sur lesquels la vie a fait en sorte que je suis devenu un passeur des deux. Il s'agit des Juifs et des Africains. Et vous verrez que le terme d'Africain n'est pas en lui-même évident. Donc, je vous laisse cet exemple qui est issu d'une conférence donnée en 2007 et qui s'intitulait « Réponse commune des Juifs et Africains face au racisme et à l'antisémitisme ». J'avais voulu rendre un peu ces analyses sur le rapport des Juifs et des Noirs qui commençaient à devenir un peu plus conflictuel à la fin des années 80 et en 90 déjà par rapport aux problèmes liés à la mémoire, à l'esclavage, à d'autres éléments. Et donc les relations commençaient à devenir un peu plus conflictuelles entre Juifs et Africains. Je parle de l'espace français et des amis et moi qui sont moi-même, Maurice Dorès qui est actuellement en Israël, Fatah Hosseini qui est au Bénin et Abdoulaye Baro qui se trouve au Burkina Faso, nous avions dit, au lieu de polémiquer avec les autres, plutôt réunir. Et la meilleure façon de réunir et de diminuer la virulence de l'antisémitisme, c'était de mettre les Juifs et les Africains en dialogue. D'où la création en 1994. Si on crée en 1994, vous voyez combien de temps on a médité, réfléchi, avant d'oser créer une association qui portait Juifs et Africains. Bon, ce n'est jamais facile de travailler entre Juifs et Africains. Les Africains vous soupçonnent. Qu'est-ce que vous avez à faire avec les Juifs? Et les Juifs disent, mais qu'est-ce que vous voulez de nous? Donc, mais il y a un élément qui ne trompe jamais. Lorsque le dire est franc, lorsqu'il n'y a pas d'arrière-pensée dans un dialogue,
alors des ponts peuvent naître et des fraternités aussi naître pour le futur. Donc, voici ce que je vous laisse comme méditation. Imaginez un instant que deux victimes, habitant une même ville, assistent au meurtre de leurs parents par une même horde, une même bande de brigands. Imaginons que les criminels sont identifiés, donc connus de tous. Imaginons encore qu'avant le jugement éventuel des responsables de ces crimes, nos deux voisins, deux victimes de la même logique criminelle, comme dit Lévinas, commencent à se disputer pour savoir qui a le plus souffert, qui souffre le plus, qui est plus victime. Imaginez enfin que nos voisins passent de la concurrence victimologique, de la joute verbale, à la phobie haineuse, voire à la violence physique. Que penser de nos deux voisins et de l'énormité de leur attitude? Ne s'agit-il pas d'une description surréaliste, d'une situation impossible ou incroyable? Les comportements de ces deux voisins ne sont-ils pas simplement décevants, écœurants, inacceptables? Faut-il pour autant désespérer? 2. À qui peut et s'applique cette histoire? Cette histoire est applicable à plusieurs groupes sociaux ou communautés. Peuvent être couplés par l'idée des deux voisins de manière infinie, sans exclusion, juifs et arabes, juifs et indiens, juifs et africains, juifs et arméniens. Quel que soit le couple choisi, le problème essentiel qui s'impose à la réflexion n'est autre que celui de la conjonction et mise entre ces deux identités. Quand je dis juif et africain, le « et » que je mets entre juif et africain, comment peut-il se justifier? Quand je dis juif et arabe, comment ce « et » se justifie? Si je dis juif et amérindien, comment ce « et », cette conjonction se justifie? Mais son existence est déjà impossible, autre que violente. Est-il possible d'éteindre les feux d'opposition, de concurrence victimologique entre juifs et africains? Comment envisager et faire qu'ils repoussent ensemble les semeurs de haine? Qu'ils fassent naître plusieurs plateformes de dialogue et de solidarité entre eux pour aller vers les autres? Aujourd'hui, malheureusement, alors que nos deux voisins bataillent entre eux, les vieux démons de l'antisémitisme et du racisme reviennent. Riant sous cape, les racistes et les antisémites s'amusent à voir juifs, africains et d'autres se quereller, s'entre-déchirer. En Europe comme en France, l'erreur de beaucoup d'intellectuels n'est-elle pas de parler d'un nouvel antisémitisme? N'est-il pas frappant que sous le soleil occidental, le racisme et l'antisémitisme sont demeurés intacts? Les bruits, les odeurs des juifs et des africains n'offusquent-ils pas toujours les sens très exquis de leurs concitoyens occidentaux? Que peuvent-ils faire, donc juifs et africains, devant cette recrudescence de l'antisémitisme, de l'antisionisme, vertu de l'antisémitisme? Réfléchissez à ces questions de voisinage. J'aborde ma conférence à proprement parler, terrorisme acéphale, antisémitisme et afro-européen. L'objectif de cette conférence est hésité, j'ai voulu l'interpréter en tenant compte des événements qui sont là, parce qu'en général, on a l'habitude de lire la presse, de s'informer, on connaît, mais on ne réfléchit pas sur ce qu'on connaît. Or, une histoire
que ce soit celle des Juifs ou des Africains ou des Indiens ou autres, lorsqu'elle est connue et qu'elle ne fait pas l'objet d'une réflexion en vue d'un temps à venir, effectivement, c'est comme s'il n'y a pas de connaissance. Et c'est ce défaut-là que je vais essayer en premier temps de détailler en faisant référence aux derniers événements et à un événement qui remonte d'il y a quelques années encore, c'est-à-dire du 11 septembre. En France, avant les attaques terroristes contre Charlie Hebdo et le supermarché juif Kasher, comme avant celui du 11 septembre, la nature criminogène de l'antisionisme que combat l'État d'Israël depuis son indépendance en 1948 fut toujours sous-estimée, relativisée, voire analysée en termes platoniciens. Également, fut toujours sous-estimée l'intentionnalité d'islamisation de l'espace public français, dont le premier ballon d'essai fut le débat autour du voile. S'abusant des factures sociales, des philosophes français se sont permis de définir l'antisémitisme contemporain, notamment français, comme un fantasme, comme une idéologie de juifs sionistes pour stigmatiser, accuser des jeunes noirs, là je cite ce philosophe, donc à partir accuser des jeunes, donc la citation de ce philosophe, des jeunes noirs et arabes qui affirment ouvertement leur haine à l'égard de la politique de l'État d'Israël. C'est dans un livre qui s'appelle Partout, l'antisémitisme, partout en Afrique. Ok? Vous pouvez le lire en une seconde. Le nom du philosophe? Vous aurez compris de qui je parle, Alain Badiou. Idéologie d'ailleurs, selon ce philosophe, profitablement instrumentalisée par les sionistes français et par l'État d'Israël pour provoquer le départ des Juifs vers Israël. Ainsi se trouve d'une certaine manière, d'une certaine façon, philosophiquement nier la réalité de l'antisémitisme. Il a écrit son livre en 2011. En 2011, vous nous direz qu'il n'y a pas eu d'attentat anti-juif. Soit on minimise, ça c'est la technique, soit on nie. Et les négations sont multiformes. Donc, la position de ce que dit Badiou est très claire. J'ai le droit, en tant que jeune arabe, disons français habitant dans les banlieues, d'affirmer mon opposition à l'État d'Israël. Mes sentiments anti-israéliens, anti-État d'Israël. Voilà. Or, cette subtilité, malgré la recrudescence de l'antisémitisme, malgré les attentats où périssent plusieurs personnes de façon sauvage, notre philosophe se permet de dire que l'antisémitisme est un fantasme. Fantasme, c'est en termes platoniciens, il ne faut pas le voir le fantasme en termes simplement psychologiques. Il faut remonter à Platon, le monde, les arrière-mondes de Platon. C'est-à-dire ce qui est, en fait, si c'est un fantasme et qu'il est analysé en termes platoniciens, ça veut dire que ce sont des idées, des archétypes, et qu'ici, effectivement, ces archétypes n'existent pas. Même chez Platon, il s'agit d'une sorte de métaphore pour expliquer comment est-ce que l'esprit arrive à acquérir la connaissance par une sorte de transcendance, de dépassement de soi. En conclusion de son essai, ce philosophe, s'identifiant à un progressiste, préconise ce qui suit. Donc c'est totalement à la fin de son livre, donc page 60. Quelle année l'édition? 2011. Ouais. 2011. Donc, il dit, donc, je cite, finalement, on ne peut pas se défendre. La seule réaction efficace, c'est l'attaque. Point final, page 60. Les attaques ne sont-elles pas devenues multiformes et cruelles? N'assistons-nous pas à des attaques? Koulibaly, il y a quelque temps, Koulibaly hier,
Bah, excusez-moi, il y a deux Koulibaly dans la salle ici. Hein. Les deux sont cachés. Et je vous dirai une petite blague qui est arrivée à l'autre Koulibaly qui est dans la salle. Et moi à New York, ça fait à peu près en août. Donc je partage un logement avec 4 personnes. Un de Côte d'Ivoire, un du Burkina et un de Guinée. Donc une fois, après les attentats qui s'étaient passés ici et tout ça, on discutait, mon fils et moi à New York, on discutait. Et puis bon, on ne sait pas comment c'est arrivé. Ils ont commencé à dire oui, mais les hommes n'aiment pas les juifs. Tout ça. On a une personne qui est très âgée, chez nous les Africains, les personnes âgées, on respecte. Donc les deux jeunes disent ouais, les juifs de toute façon on les aime pas, machin, et tout ça. Et puis on demande aux vieux, mais est-ce que vraiment on n'aime pas les juifs? Ah non, qui aime les juifs? Mon fils répond, ah moi j'aime les juifs et je les adore. Ben, les deux, eux ne savaient pas que je suis cachère et ils ne savaient pas que mon fils aussi sait que son père est cachère et il grandit dans cette ambiance de dialogue juif et africain. Donc les attaques préconisées par ce philosophe, même si c'est au niveau théorique, sont entendues, sont lues. Donc c'est une manière d'écrire, justifier une manière de penser qui finalement aboutit à une manière d'exister, donc de poser des actes. C'est pourquoi il est toujours nécessaire, et à Eastgate, et c'est ça la politique de Eastgate, c'est de toujours analyser l'antisémitisme dans sa dynamique. En termes un peu plus scientifiques, on dit dans son aspect synchronique, c'est-à-dire évolutif, et de l'insérer à l'université. Pourquoi est-ce que quelqu'un n'aurait pas le droit, dans l'université de Ouaga, ou d'Abidjan, ou de Tel Aviv, de prendre une matière, comme il prend les mathématiques, de prendre l'antisémitisme comme une matière? Pourquoi pas? Et donc l'un des combats de Eastgate, c'est d'introduire, de faire en sorte que l'antisémitisme contemporain soit analysé dans tous ses aspects. D'où la nécessité de toujours commencer par s'interroger sur l'état de l'antisémitisme. Nouvel antisémitisme, ancien antisémitisme. En tout cas, l'antisémitisme véhiculé par les djihadistes islamistes et adopté par les Afro-Africains est-il fondamentalement différent des autres formes d'antisémitisme? Fantasme, le terrorisme qui tue régulièrement en Israël, en Europe, au Kenya, au Mali, au Nigeria, à Boston, à Bruxelles. Fantasme, cet antisémitisme. Fantasme, le terrorisme djihadiste, antisionisme, qui produit Kelkal. Vous vous rappelez de Kelkal? Oui. C'est un jeune de Marseille qui a été, en début des années 92, qui a pris une arme et qui produisit Kelkal avant Mera et tout leur épigone d'aujourd'hui. Pour définir l'antisémitisme, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, entendez-le comme une métaphore, ou du moins une nouvelle forme, pas nouvelle. Disons, pour utiliser le mot de Jean Kelevich, c'est le droit que les antisémites se donnent pour haïr objectivement Israël. Ça, c'est la définition de Jean Kelevich. L'antisionisme, alors moi je définis l'antisionisme comme une ruse contemporaine. Donc à partir de Jean Kelevich, ma définition est la suivante. L'antisionisme est une ruse contemporaine de la haine du juif. Et cette ruse est devenue un élément effectif chez des Africains européens. Je n'ai pas dit chez les Africains européens parce que je dis chez des. Depuis la récréation de l'État d'Israël sur son lieu ancestral, l'antisémitisme, tel le sucre, s'est dilué dans l'antisionisme au point de lui être consubstantiel. Au niveau politique, dans bien d'autres cultures et de conscience contemporaines, les opinions et les pensées antisémites participent de l'antisionisme comme les idées exemplaires platoniciennes dans leur rapport les unes aux autres. Nouveau paradigme de l'antisémitisme, l'antisionisme se revêt d'une dimension métaphysique.
cette dimension, paradoxalement, elle est à la fois physique et métaphysique. C'est-à-dire, quand on définit généralement la métaphysique, on pense que c'est en haut. Mais la métaphysique ici, concernant en fait l'antisionisme, elle est physique, puisque il s'agit de connaître, d'identifier tel l'être juif Ben Guigui en tant que juif, et ensuite lui appliquer une décision qui est la mienne. Nouveau paradigme de l'antisémitisme, l'antisionisme se revêt d'une dimension métaphysique, paradoxalement physique et politique. Métapolitique, globalisé, l'antisionisme veut arraisonner l'être juif, le détruire ou, comme pour l'existence des nègres, je préfère le mot nègre, de totalement, définitivement et universellement le soumettre. Le pressurer pour l'harmonie et le bonheur du monde entier, c'est-à-dire du salut de l'humanité. Voici l'objectif de l'antisionisme contemporain. Vous vous rappelez, après qu'on ait massacré des personnes qui étaient en prière, il y a un homme politique de la région qui a applaudi et qui a même demandé que cette méthode-là soit ramenée par d'autres terroristes. Donc l'être juif est visé au sens où il doit être arraisonné, à la limite, à défaut de pouvoir l'arraisonner, il faut le soumettre de manière définitive. Un autre président d'Afrique disait dans le même courant, pourquoi Israël résiste à toute opinion internationale? Peut-être que vous l'avez lu, vous avez déjà écrit un article sur ce président qui trouve dans l'antisionisme un relan. Donc il y a dans l'antisionisme aujourd'hui ce messianisme qui dit que si on s'attaque à l'être juif, on pourra demain faire le bonheur de l'humanité. C'est pour l'humanité qu'on le fait. Voilà. Pour réaliser cette métaphysique impérieuse, implacable, et résoudre le différend territorial israélo-palestinien, l'antisionisme, certain de sa foi guerrière, par son intentionnalité criminogène, n'hésite pas sur les moyens technologiques, humains et inhumains, dont l'africanisation du conflit israélo-palestinien et l'internalisation du terrorisme acéphale, que je vais définir bientôt, et du terrorisme acéphale. Et le malheur pour l'Afrique, des Afro-Européens adoptent l'antisionisme criminogène commercialisé par le djihad international. Je dis malheur parce que, Koulibaly attaque, 3 semaines, Koulibaly attaque chose. Bon, c'est quand même, que je veuille ou non, ce sont des personnes au niveau international, sont identifiées comme faisant partie de la négritude, que je veuille ou non. Et ensuite, s'il y a un patronyme qui se ressemble, donc d'une manière ou d'une autre, il y a une part de responsabilité ou un lien originaire, comme ça, au sein de la négritude, qui fait que ces Afro-Européens qui vivent en Europe, qui sont nés en Europe et qui adoptent le discours du djihadisme international, sont pour l'Afrique un problème, sont pour la négritude. La négritude est un problème, et à la limite, comme vous allez voir, je formule une question de savoir si il ne s'agit pas ici d'un négroticide, c'est-à-dire d'une manière de tuer la négritude et le nègre. Sa représentation est... Il nous a été donné de voir ces dernières années des jeunes afro-français dans les rues des Rosiers s'avouer ouvertement devant les caméras être antisémites et fiers de l'être. Il nous a été également donné de voir des jeunes afro-français rouer de coups un juif parce que juif. Également des jeunes afro-européens importer en Europe les thèses radicales des néo-Black Panthers et des Noirs musulmans, notamment des thèses fumeuses de Louis Farrakhan. On a vu aussi d'autres Noirs, d'autres Africains, juifs, chrétiens, s'en prendre à leurs concitoyens au nom de fractures sociales. La question que je voudrais traiter en mettant ces 3 points en théorie acéphale, antisémitisme et
afro-européen, c'est l'africanisation, c'est-à-dire le fait que face à l'antisémitisme et au radical, au terrorisme, notamment acéphale, il y ait des Afro, des Africains qui y participent. Que signifie cette africanisation dramatique du conflit israélo-palestinien? Ces Afro-Européens ne se laissent-ils pas abuser en adoptant l'antisémitisme et le djihadisme islamique? L'africanisation du conflit israélo-palestinien n'est-il pas un négroticide, c'est-à-dire la musique d'un crime ethnique refoulé, mais musique rejouée actuellement par les djihadistes internationaux? Cette africanisation n'est-elle pas en œuvre en Israël, en Irak, en Syrie, contre les populations non musulmanes, notamment chrétiennes? Cette africanisation n'est-elle pas orchestrée et rejouée depuis des décennies au Nigeria, au Kenya, au Cameroun et ailleurs? Peut-être que vous êtes un peu perdu par la chose, par ce que le terme d'africanisation et les différentes sortes d'identités que je souhaite, mais vous allez le comprendre, c'est assez simple. Si vous liez africanisation et le sort des chrétiens actuellement en Iran, vous pouvez comprendre en fait le contenu que je donne au terme d'africanisation, qui n'est pas nécessairement ce qui ne parle pas forcément d'Africain. On va arriver. L'objet de mon intervention, donc, réflexion sur les prétextes tirés de drames historiques par des Africains européens qui adoptent le langage politico-théologique de l'antisémitisme et les pratiques meurtrières des terroristes du djihadisme international. Le premier prétexte que je vais ici évoquer, c'est celui de l'antisémitisme aujourd'hui. Et le premier prétexte, c'est celui que j'appelle l'ultra-antisémitisme. L'état actuel, je considère qu'il ne s'agit pas d'un antisémitisme qui est changé, qui soit nouveau, mais pour moi, c'est l'antisémitisme de toujours, qui mue comme un serpent. Vous savez, le serpent, il mue, mais il reste le même serpent. Il change de peau, mais il reste le même serpent. Donc la vertu de l'antisémitisme aujourd'hui, c'est l'antisionisme. L'antisémitisme religieux est la langue première, élémentaire de tous les antisionismes, politiques, économiques. Civilisation conquérante, le christianisme et l'islam ont généré, consolidé et disséminé des idées anti-judaïques dans un langage qui, même parlé par de nouveaux agents historiques, c'est-à-dire par de nouvelles personnes venant de d'autres lieux ou habitant ailleurs, conserve tout le potentiel de préjugés, de stéréotypes antisémites propres à ces religions. Les pratiques idéologiques racistes et les désirs meurtriers du juif démonisé par les églises catholiques et luthériennes seront reprises par Hitler et ses compères pour réaliser la solution finale. Envisagée d'ailleurs depuis le Moyen-Âge par des maîtres spirituels comme Martin Luther. Les textes sont là. Luther a essayé de convertir les juifs, de les associer au protestantisme contre le catholicisme. Ayant vu que le juif dit non, je n'ai rien contre les catholiques, je ne veux pas m'associer à toi contre les catholiques, alors Martin Luther, dans ses discours, dans ses sermons, a commencé par dire il faut brûler les juifs parce que le juif restera toujours le juif, il est indécrottable, il est inchangeable, il restera toujours inchangeable. Donc ça, je ne les invente pas, ça fait partie de l'histoire. Mais pour définir l'état de l'antisémitisme actuel, que je définis comme ultra-antisémitisme, il faut bien prendre en compte ces expressions dans l'histoire de l'antisémitisme qui a été toujours différemment portée par d'autres personnes, mais qui demeure dans son contenu le même. Hitler, bras séculier du christianisme, se fera l'artisan de la solution finale envisagée, désirée par les églises européennes. Les protestants connaîtront une certaine forme de persécution, notamment en France. Okay? Mais le protestantisme autre que français n'a pas souffert des persécutions catholiques
Bien au contraire, comme le dit Lévinas dans son article de 1933, ces formes de christianisme ont fait de concordat avec l'éclérisme. Ça va? Vous suivez, c'est bon? Vous pouvez m'interrompre si vous ne comprenez pas. Parce que moi, je ne suis pas sociologue, je suis philosophe. Donc si je ne vous donne pas un peu de philosophie dans ce que j'ai dit, ça ne va pas. Gunther dira à Isgep, votre gars, il n'est plus philosophe. Hein. Cette dimension métaphysique de l'antisionisme est le premier prétexte des jeunes afro-musulmans, par exemple, pour adopter et l'antisionisme et le terrorisme acéphale, c'est-à-dire un terrorisme spontané d'auto-motivation. L'islam radical fait fonctionner la question de l'identité religieuse en la liant à la condition sociale de ses fidèles vivant en Europe. Ça, vous comprenez, aujourd'hui, avec un peu de retard, les politiciens disent que, bon, fracture, machin, mais cette méthode, elle a été utilisée en Algérie, si vous vous rappelez, le GIA, quand ils ont fini les guerres d'Afghanistan, quand ils sont arrivés en Algérie, ils ont commencé d'abord par s'occuper de la question sociale. À transformer la question politique en question religieuse. Et finalement, quand il y a eu des élections en Algérie, ils sont passés. On a vu ce qu'ils ont fait, on a vu tout ce qui en est suivi après. Ils utilisent la même méthode. Ils utilisent la même méthode en Afrique aujourd'hui. Aujourd'hui, à travers l'OIF, les organisations de l'islam, de l'Organisation internationale de l'islam et tout ça, ils sont dans le caritatif, et c'est du caritatif de porte en porte. Hein. Et donc, ici, au niveau de la France et au niveau de l'Europe, en général, les problèmes sociaux sont couverts, convertis ou récupérés par des professionnels de l'antisionisme et du terrorisme afin d'avoir des soldats qui puissent accomplir leurs besoins. Cet ultra-antisionisme, antisémitisme, aujourd'hui est repris par des politiciens et des théologiens musulmans qui encouragent les jeunes musulmans européens et autres à user du terrorisme acéphale. En effet, force ne nous est-il pas donné de constater la recrudescence du terrorisme acéphale. Et qu'est-ce que ce terrorisme acéphale finalement? Vous dites, c'est quoi acéphale? Bon. Acéphale, c'est un terrorisme sans tête. Il y a les califats il y a les califes qui s'auto-proclament, il y a Ben Laden qui était l'image, le guide. Les califats se veulent les guides, et c'est eux qui commandent. Et les oulémas peuvent par moment aussi donner des choses, mais la spécificité de l'antisémitisme, du terrorisme acéphale, c'est que il n'y a pas un ordonnateur directement qui dit à M. Koulibaly, va dans le supermarché attaquer les autres. Non, non, M. Koulibaly et son voisin de quartier ou son ami décident, nous on va se bouffer du juif. D'accord? On va se bouffer un peu de français, on va se bouffer un peu de nos concitoyens, qu'ils soient chinois ou autres, on va s'en bouffer un peu. Donc les deux ensemble décident de faire leur attentat. C'est ça, le terrorisme acéphale. Et je vais un peu plus lui donner quelques éléments. Imprévisibilité, spontanéité, autodécision caractérisent le terrorisme acéphale où l'individu agit sans ordre reçu d'un chef ou d'une tête précise. Le terroriste acéphale trouve en lui-même des motifs pour passer à l'acte. Comme méthode, ce terrorisme-là n'exige pas une logistique compliquée, ni l'autre. Je suis devenu anti-français, mais anti-occidental, anti-juif. Ben, je suis un chauffeur je fais du caterpillar, je suis en train d'arranger les rues là, et puis je décide un moment, mais pourquoi ne pas en tuer? Et ça, c'est l'imprévisibilité, c'est spontané. Mais la spontanéité ne veut pas dire préméditation. Il y a culpabilité, il y a responsabilité, parce que c'est médité. Ce mec-là, il s'est motivé pendant longtemps. Je suis antisémite, je suis anti-chose, je suis pour la cause tant. Et le moment de passer à l'acte est un moment imprévisible.
est un moment imprévisible. Pour nous peut-être, mais aussi pour eux. Mais l'acte en lui-même est un acte prémédité, donc entièrement relevant au niveau juridique, la personne est entièrement coupable et responsable. On ne va pas dire c'est à cause du chômage. Si c'est le chômage, il y a beaucoup d'hommes qui sont au chômage. Hein. Il y a beaucoup de Français asiatiques, haïtiens et d'autres origines qui sont au chômage. Et les seniors qui sont au chômage aujourd'hui, ce n'est plus une denrée rare. Mais pour autant, ils ne deviennent pas, ils ne se lèvent pas pour aller trucider quelqu'un dans la rue. En langage américain, et selon le dernier discours de Obama, lui il appelle domestique, il essaie d'appeler ça domestique terroriste. Avec des personnes qui vont tuer des policiers dans la rue et autres. Et lui, il ne mène pas ce terrorisme acéphale, spontané, impulsif un peu, avec le terrorisme qui c'est celui de Daesh, de ISIS et autres. Mais dans l'intentionnalité, pour moi, c'est les mêmes terrorismes, c'est la même intentionnalité criminogène, seulement qu'elle diffère par la méthode. Les méthodes diffèrent, mais l'intentionnalité demeure. L'objectif du terrorisme acéphale est de participer à l'installation de la panique au niveau social. Au-delà de la question sécuritaire, qu'on peut résoudre par les nouvelles technologies, ce terrorisme acéphale pose le problème de la coexistence. De manière générale, je ne vais pas entrer dans les définitions que j'ai personnellement de la coexistence. Là, il y a ce livre, je suis là, le livre existe, moi j'existe, nous sommes là, on peut coexister, sans animalité, sans animosité. Je ne suis pas obligé de déchirer le livre, il ne m'appartient pas, je le vis là, je le laisse, je ne le vole pas. Si je le vole déjà, il y a un acte Donc la coexistence, c'est le fait d'être brutalement là, d'être vivant. Je ne vous oblige pas à faire des programmes, d'aller au cinéma ensemble, mais permettez-moi d'exister, de coexister, de vivre. Je ne vous demande pas, je ne vous oblige pas. Donc la coexistence, c'est le minimum qu'un être humain accepte face à un autre être humain. C'est la base même de pouvoir demain envisager quelque chose. Mais si je n'accepte pas cette coexistence, que remet en cause le terrorisme de manière générale et le terrorisme acéphale, je suis, dans ma manière d'exister, potentiellement criminel. Parce que l'existence de l'autre est une existence qui est inquiétée dans son être même d'être, dans son existence. Dans le contexte différent territorial israélo-palestinien, on peut se demander si la reconnaissance unilatérale de l'État palestinien on peut se demander si la reconnaissance unilatérale de l'État palestinien peut-elle constituer une garantie de coexistence pacifique au Moyen-Orient, particulièrement entre Israël et ses voisins. Moi, personnellement, je pense que c'est possible. Mais si, effectivement, l'élément métaphysique, c'est-à-dire souligné au départ, c'est-à-dire l'élément religieux, identitaire religieux, est rationalisé, c'est-à-dire l'approche de l'identité religieuse est rationalisée, et que l'absolu ne devient pas un absolu au nom duquel, effectivement, on peut effectivement amener d'autres personnes dans le monde de la mort. Africanisation de l'espace. Africanisation du conflit. Lorsque vous lisez, et même des journalistes israéliens, même des journalistes juifs, et qui sont repris par les autres journalistes, ils parlent de colons, ils parlent de... Mais moi, je viens d'Afrique. Aujourd'hui, on ne va pas se cacher la face. L'Afrique subit une néocolonisation, mais d'une férocité inouïe. Mais je n'ai jamais tué quelqu'un. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, l'africanisation du débat israélo ou du conflit
israélo-palestinien, n'est pas seulement lié aux différentes théologies de substitution qu'est l'ultra-antisémitisme, mais aussi convoque en son sein d'autres prétextes, d'autres éléments liés à l'histoire des Africains, des Noirs, notamment les histoires de la colonisation, de la mémoire, de l'esclavage et aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, du néocolonialisme. Ce sont des éléments que vous le voulez ou vous ne voulez pas, Juifs et Africains auront toujours matière à discuter. Mais dès qu'on commence un dialogue, déjà les problèmes posés avant le dialogue commencent à s'éclaircir. Et c'est pour ça que le dialogue est nécessaire. On peut le voir avec le dialogue des Juifs et des chrétiens, au niveau qui a commencé bien longtemps et qui a permis au pape Jean-Paul II, l'ancien Jean-Paul II, de faire une politique de dialogue chaude. Il l'a appris à partir de Lévinas. Il se disait lui-même lecteur de Lévinas. Donc il y a une manière, dès qu'on commence à entamer le dialogue, sur des problèmes épineux qui fâchent, déjà nous avons amorcé des solutions. Des éléments de l'historicité africaine sont sollicités dans le débat européen, dans le débat français, afin de résoudre des problèmes de chômage, de logement, comme si l'argument d'avoir été colonisé est suffisant pour résoudre un problème de politique de chômage en France. C'est ainsi que colonisation, mémoire de l'esclavage et de la traite, apartheid, qui dans le contexte européen font l'objet également d'un traitement partiel, d'une instrumentalisation vicieuse, mettant toujours le juif à l'accusatif. Je reprends toujours. Vous prenez le problème de l'esclavage. Qui a découvert l'Amérique? Christophe Colomb. Quels sont ceux qui ont fait la conquête du Nouveau Monde? L'Espagne, la France, l'Angleterre, qui d'autre? Les Portugais. Vous oubliez souvent beaucoup les Hollandais. Les Hollandais. Et vous oubliez les Danois. Pour ceux qui sont au pôle Nord. Vous oubliez. Ce fut une colonisation aussi qui a décimé. Donc, ces éléments de l'histoire africaine sont souvent convoqués et au lieu de le traiter de façon globale, ceux qui s'en servent comme argument le traitent de façon partielle et souvent injuste. Et par méconnaissance de l'histoire des Juifs et des Noirs à travers l'histoire, le Juif en tant que paria de ces systèmes-là se trouve en conflit avec l'autre paria, l'histoire de nos deux voisins. Les deux, dans le système, lisez le Code noir, les articles sur le Code noir, le premier. Il est interdit aux Juifs de donner des libertés aux nègres. C'est clair. Sinon, sous pour ça, tous leurs biens seront chauds. Vous comprenez? Et si vous lisez Nietzsche, que j'aime bien, hein, Nietzsche dit que les Juifs sont des pollueurs de démocratie. Ils ont été les seuls à vouloir vendre l'idée de démocratie à la plèbe. En cela, Juifs et chrétiens sont des gars libérateurs de la plèbe. Vous comprenez? Donc, ici, la récupération des éléments de l'histoire africaine se fait aussi de manière partielle. Et finalement, elle aboutit à mettre le Juif à l'accusatif. Je ne rentre pas dans tous les détails. Je sais tout simplement de montrer que cette manière partielle et injuste d'utiliser la mémoire africaine est une manière de vente aux enchères de la mémoire africaine. La mémoire de l'esclavage, la mémoire de l'apartheid et la mémoire des souffrances actuelles des Africains qui meurent aux portes de l'Europe par centaines et de milliers, parce que chez eux, il y a le feu, et puis ils pensent trouver le paradis en Europe, mais l'Europe est fermée, bétonnée comme une prison, et finalement, ces personnes-là
ces personnes-là se retrouvent en deux chaises, en deux formes de feu. Mais cette africanisation, comme je veux le définir, elle signifie d'abord participation des Africains dans la logique du terrorisme, de l'antisémitisme, et surtout de la pratique que signifie, qu'implique le mot africanisation. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on amène ces Africains à participer à une logique guerrière dont ils ne sont pas les initiateurs et sur des problèmes qui ne les concernent pratiquement pas. C'est-à-dire que le prétexte, c'est votre histoire, nous sommes colonisés comme vous. Ah, les enfants palestiniens sont colonisés comme vous avez été colonisés. Ah oui, l'État d'Israël fait de l'esclavage, comme vous avez été mis en esclavage. Donc cette instrumentalisation des éléments de l'historicité africaine, elle est séduisante. Parce que je trouve quelqu'un avec qui mener un combat contre des personnes qui ont été acteurs des drames de mon histoire, des événements dramatiques de mon histoire. Et les spécialistes djihadistes jouent sur cette proximité, sur ces jeux de mots et sur ces éléments de l'historicité africaine. Mais là où le bas blesse, c'est que cette participation des Africains au djihad et au terrorisme acéphale, lorsqu'il s'agit de l'esclavage, du racisme, n'arrive pas jusqu'au bout. D'où la partialité. Comme si les islamistes, comme si le monde arabe était innocent de toute forme de racisme, comme si le monde arabe était innocent de toute forme d'esclavagisme, comme si le racisme n'existait pas jusqu'à aujourd'hui en Mauritanie. À là où je vous parle, en Mauritanie, l'esclavage existe encore. L'esclavage existe encore. L'année dernière, j'ai vu sur une émission de télé où les défenseurs des droits de l'homme qui luttent pour la fin, pour arrêter l'esclavage en Mauritanie sont inquiétés par l'État qui officiellement, tout récemment, vient encore de décréter pour la 4e ou 5e fois la fin de l'esclavage en Mauritanie. Donc, l'africanisation est un refoulé qui part du mot Afrique. Un refoulé de crimes commis au nord de l'Afrique, jusqu'en Mauritanie, jusqu'au nord du Mali actuel, jusqu'à dans l'est de l'Afrique, dans tout l'est de l'Afrique. Cette africanisation, elle commence au 7e siècle avec la conquête de Tunis, qui s'appelait Ifriqiya. Après cette conquête, il s'est agi pour le djihadisme de l'époque, de procéder à une forme de nettoyage ethnique qui a précédé ce que les Indiens ont subi avec la modernité. Prenez, ils sont venus, et c'est pour ça que je l'ai toujours associé, ils sont venus d'Arabie Saoudite, ils ont africanisé le Moyen-Orient, c'est-à-dire, c'était quoi? C'est qu'ils ont fait une colonisation de peuplement. C'est-à-dire que l'africanisation vient du mot Ifriqiya, qui devient le nom d'un continent, mais lorsque tu réfléchis au contexte historique de naissance de Ifriqiya, tu te rends compte que non, le nom africain dont je me réclame, mais c'est le tampon d'une violence historique refoulée par les djihadistes qui l'ont commis. Donc, les mariages ou les associations dans lesquelles certains nègres se laissent prendre au nom du fait qu'ils sont africains, c'est parce qu'ils ne pensent pas leur histoire. Parce qu'ils ne savent pas que le mot africain ressemble au mot américain. Pour un Indien, en tout cas, et qui connaît son histoire, un Indien ne se dira jamais américain. Même si l'Amérique existe et que les Américains sont multiformes, les Africains sont de toutes les nationalités, de toutes les religions, mais pour un homme qui n'est pas un ignorant,
qu'un homme qui n'est pas ignorant, il ne peut pas se faire appeler innocemment africain. Donc si je prends le moment de naissance du terme du nom africain et de la pratique historique qui l'a fait naître, le nom africain devrait être un nom considéré comme le refoulé d'un racisme, d'un esclavagisme qui aura commencé du 6e siècle jusqu'à aujourd'hui. Le monde arabe a des Noirs. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux par rapport aux Arabes blancs. Mais où est leur visibilité? Pourquoi ces Afro-Européens qui sont ici ne font pas des manifestations contre le racisme en Mauritanie? Pourquoi ne font-ils pas des manifestations contre les bras coupés en Arabie Saoudite, de Noirs dont les bras sont coupés en Arabie Saoudite? Pourquoi ne font-ils pas de manifestations comme ils en font contre les sionistes? Et pourquoi n'en font-ils pas contre les États arabes, contre le Soudan? Parce que la guerre du Soudan est une guerre raciste et raciale qui est la conséquence même, qui est dans le continuum de l'esclavagisme arabe, disons arabo-berbère. Donc l'africanisation en tant que terme, en tant que concept, historiquement et aujourd'hui, est le concept d'une prédation tue, une prédation que les hommes mettent sous silence. En effet, en transfigurant des éléments de l'histoire africaine, notamment la colonisation, l'apartheid, la situation de sous-développement ou de néocolonisation du continent africain, les islamistes fondamentalistes, les politiciens arabes et palestiniens jouent des notes de séduction aux Africains, à leurs Africains, donc on pourra dire ceux qui ont fait naître les Africains, aux Africains qui, happés par la désinformation, disent souvent: les Israéliens tuent les enfants palestiniens, eux aussi. Ne vois-tu pas que leur réplique est disproportionnée face aux pauvres Palestiniens, si peu et mal armés? Qui peut s'armer? C'est la fin. Qui peut s'armer contre le terrorisme acéphale? Je suis là, je décide de me lever et de donner une baffe à la dame, elle ne sait pas ce qui est dans ma tête. Je peux décider, dire quelque chose que j'ai prémédité. Vous ne pourrez pas. Il y a bien du sang antillais, dominicain, les nègres qui a chose, qui a versé. Les responsables de ce système ne sont pas inquiétés. Ceux qui se focalisent sur des juifs qui auraient participé transforment tous les jours en bouc émissaire. Et bien penser, c'est toujours de penser en connaissant pourquoi telle personne est considérée comme bouc émissaire et ne pas se laisser flouter par la désinformation. Ici, par rapport à l'esclavage, il y a, comme je l'ai dit, partialisation de l'esclavage, comme il y a partialisation aussi de la question du racisme. Je l'ai déjà dit, les Afro-Africains d'ici, ils ne s'occupent pas, ils ne luttent pas, ils ne font pas des démonstrations contre le racisme qui frappe les Africains, les Noirs dans les pays du Maghreb. Finalement, si l'africanisation veut dire utilisation ou engagement d'Africains pour la cause arabo-palestinienne, cette africanisation au sens propre, historique, veut dire arabisation. En fait, en disant africanisation, je veux dire pour synonyme, son synonyme exact est l'arabisation. Vous pouvez le voir en Iran, vous pouvez le voir dans les pays, en Égypte, en Afghanistan, où les chrétiens sont africanisés, c'est-à-dire qu'ils sont décimés. On veut créer des terres qui sont purement arabes. On ne veut plus de personnes autres qu'arabes. Et là, les pays occidentaux, notamment les Français, restent, les Français, parce que je connais très bien la France et que je suis un peu francophone, là, ils restent ambigus. Vous recevez des personnes d'un autre pays, il y a ce qu'on appelle en diplomatie la réciprocité. Vous faites signer à tout homme, je ne suis pas politicien, mais quand je vois les choses, vous faites signer à toute personne à qui vous donnez le visa. Je ne serai jamais contre mes concitoyens français, ils le signent, je ne serai jamais un extrémiste. Vous, il signe. Le jour qu'il commence à avoir les choses,
il a un porte-à-faux avec lui-même. Donc, il y a une ambiguïté des responsables. Je ne les accuse pas, mais je dis, il n'y a pas une décision, une volonté claire des dirigeants français pour effectivement faire en sorte que, avant les années 80, on puisse retourner au niveau des années 80. Donc, l'hospitalité, en ce qui concerne l'Afrique, l'africanisation a commencé par l'hospitalité offerte d'abord aux premiers disciples du Mahomet quand ils étaient chassés. Et cette hospitalisation s'est transformée plus tard en stratégie de conquête de l'Afrique. Et aujourd'hui, si à Gao, si toute une bonne partie de l'Afrique est arabe, musulmane, c'est justement parce que il y a eu cette africanisation, c'est-à-dire qu'il y a eu une arabisation. L'hospitalité qui leur a été donnée se transforma en raison de conquête, de pillage et de razzia. Du 7e siècle jusqu'à nos jours, les djihadistes de père en fils considèrent l'Afrique comme un sol, une terre à islamiser, d'où la création du Moudjahou, mouvement unitaire du djihad pour l'islamisation de l'Afrique de l'Ouest, qui travaillent avec Boko Haram, mais qui sont plus installés au Mali, dans le nord du Mali. Ils travaillent avec les Ansardine, ils travaillent avec les Touaregs qui réclament leur autonomie, mais Moudjahou, ce mouvement unitaire d'islamisation du djihad en Afrique de l'Ouest, s'inscrit dans la stratégie qui fut utilisée, dans la stratégie d'africanisation du 7e siècle, qui fut utilisée par le djihadisme du Moyen-Âge. En conclusion, je n'ai pas été long, en épousant le terrorisme international, notamment le terrorisme assophane, en adoptant le langage antisémite au nom de la cause palestinienne, certains Afro-Européens involontairement vendent aux enchères leur propre histoire, leur historicisme. Ils oublient d'interroger le sens et la portée du nom africain ou d'afro qu'ils portent tous, de l'Afrique jusqu'aux États-Unis, des États-Unis jusque dans les Caraïbes, qu'ils portent fièrement. Je suis un Africain. Si le nom fait l'homme, cette nomination africaine, mal pensée ou pas du tout pensée, participe au malheur contemporain des nègres. Les nègres ne sont pas des Africains. Les nègres sont des nègres, au sein d'Aimé Césaire. Nègre je suis, nègre je resterai. Cette africanisation donc peut s'analyser comme la vraie raison d'endoctrinement des jeunes de banlieue. C'est-à-dire cette africanisation, qui a pour synonyme arabisation, veut nettoyer toute présence, notamment comme elle a fait pour les nègres du Maghreb, qui sont encore des nègres, mais ils sont totalement invisibles. Ils correspondent à ce qu'ils sont. D'accord? Vous rigolez un peu, mais vous n'avez pas rigolé, c'est pas grave. Donc, cette africanisation, qui veut dire arabisation, est un nettoyage ethnique qui est toujours tu et qui, effectivement, participe de cette union, de ce mariage que les terroristes acéphales tissent avec les professionnels du terrorisme international. Merci. Merci beaucoup, Solène, pour cet exposé extrêmement riche. Et je crois qu'on va essayer juste d'aborder un petit peu avec nos questions ce soir. Et j'espère qu'on peut continuer la discussion déjà dans la salle à côté. Il y a un petit apéritif qu'on peut aussi discuter informellement. Mais maintenant, je veux utiliser peut-être mon rôle de te poser directement deux questions
que je trouvais qui me venait, et après je vais ouvrir le débat. Si j'ai bien compris, l'identité, j'ai vu dans mes recherches, l'identité et l'antisémitisme, dans l'antisémitisme, l'identité est un facteur souvent très important. Et si j'ai bien compris, l'identité que se font certains Afro-Européens est mélangée, reliée à ce que tu appelles une vertu actuelle de l'antisémitisme aujourd'hui, l'antisionisme, ou même ce terrorisme acéphale. Mais quelle importance a vraiment cet antisionisme là-dedans, notamment dans cette idée de justifier de haïr les Juifs ou Israël. D'haïr, voilà. Excuse-moi. Parce que j'ai vu aussi dans mes recherches que ça s'agit souvent dans la haine des Juifs, des justifications qui sont données, qui ne sont pas des raisons, mais sont données comme justification. Donc, l'importance dans ça de l'antisionisme. Ça, c'est... oui, peut-être déjà... Si vous avez remarqué, j'ai déjà la logique, et c'est que porter préjudice à quelqu'un commence toujours par le verbe. Mais avant le verbe, il y a la pensée. Donc, au début, en fin des années 90, il y a des jeunes, je vais vous les rappeler, qui a commencé déjà à amener les thèses des Black Muslims. Moi, j'étais jeune étudiant. Nous, on le voyait. On savait à quoi cela signifiait. On avait assisté, moi en 90, on avait vu tous les problèmes qu'il y avait eu entre la communauté juive d'Harlem, au niveau de Crown Heights, où par accident, un rabbin avait tué un jeune Africain-Américain. Al Sharpstones, un activiste, s'est impliqué, il est rentré dedans, il a récupéré comme un de vos dramaturges actuellement, il a récupéré cet incident-là, et aujourd'hui, il est millionnaire. C'est-à-dire que... et c'est pourquoi j'ai dit des Afro, ils sont minoritaires. Et ça ne veut pas dire que c'est parce qu'ils sont minoritaires qu'ils ne sont pas plus actifs. Non, ils se font bien entendre. Mais quand je dis des, c'est pour ne pas porter préjudice à ceux qui sont afro-européens, qui aujourd'hui se définissent comme afro-américains. D'autres disent nous sommes afro-américains, d'autres sont aujourd'hui afro-européens. C'est une réalité. Mon fils peut-être peut s'appeler afro-français, s'il veut, ou bien afro-boudonnais ou afro-poitevin, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, ils vivent, ils respirent, ils vivent, ils respirent la culture occidentale européenne. Leurs clichés font d'eux, lorsqu'ils sont en France, font d'eux des afro-français. Ils n'ont pas le même réflexe qu'un afro-anglais. Ils n'ont pas le même réflexe par rapport à un événement. Grosso modo, on dira que les Européens font comme ça. Mais un Français aura sa manière particulière de résoudre ces problèmes. Donc, l'identité, et ça je ne suis pas rentré dedans parce que c'est intéressant la question, l'identité, ou du moins le terme d'afro-européen, c'est multiple. Tu prends par exemple un couple aujourd'hui de Noirs et de Bretons, leur enfant, écoute, c'est un couple afro-européen. Leur enfant est afro-européen. Tu prends un Chinois avec, je ne sais pas, un Africain, mais l'enfant, le père est chinois ou bien la mère est mais c'est un afro-chinois français. Donc qu'est-ce que tu fais? Donc je ne suis pas rentré, mais je veux dire simplement par rapport à l'identité, le terme afro-européen que j'ai utilisé, et si vous avez vu à l'introduction, j'ai fait afro-anglais et tout ça, est le nom singulier d'une réalité plurielle.
C'est-à-dire, il y a des Antillais qui sont afro-français, parmi il y a des Antillais, il y a tout ça. C'est pour ça, en disant afro-européen, je parle globalement de tous ceux qui ont un certain lien originaire avec l'Afrique, mais qui sont européens par leur manière de vivre, par leur vécu régulier, par leur existence. Mais le terme afro-français même, ou afro-européen, il est multiple. Je le dis, c'est le nom singulier d'une identité plurielle. Vous prenez un noir qui a un enfant avec une femme juive, cet enfant, il est afro-européen. Même si sa mère est juive et que l'enfant est juif, c'est un afro-européen. Donc le concept, le terme d'afro-européen, il est très extensif. C'est pour ça que je me suis limité, parmi ces afro-européens, ceux qui adoptent le discours de l'antisémitisme et la méthode du terrorisme acéphale. Et je vous ai dit encore une fois, je faisais cette expérience avec le directeur de Eastgate. Eastgate, une fois on allait au restaurant et puis on revenait et puis bon, il y a des Irish, moi j'aime bien Dublin, mais bon, c'était ils avaient Saint-Patrick, une fête pareille comme ça, mais bon, tout downtown, le centre-ville de New York, pas loin de... Et puis j'ai dit, mais ces Irlandais, Anglais, ils boivent là, ils aiment trop boire. Charles me dit, mais tu ne peux pas travailler à Eastgate si tu as des préjugés comme ça envers des gars qui mènent leur vie. Vous comprenez? Donc c'est pour ça, la question de l'identité, lorsqu'on l'analyse sérieusement, et lorsqu'on veut l'analyser, il faut adopter ce que j'appelle la responsabilité structurelle. Est-ce que l'antisionisme ou l'antisémitisme fait partie de certaines identités? Est-ce que c'est la relation entre l'antisionisme ou l'antisémitisme et l'identité? Est-ce qu'il y a une relation ou c'est plus ou moins un hasard qui prend ce discours? Bon, il y a une relation triptyque. Il y a une relation à trois. Il y a le lieu où ils vivent, qui est l'Europe, la France, la Belgique. Ce lieu a une certaine culture. C'est une culture qui connaît... C'est une culture qui a c'est une culture avec un passé, comme je l'ai décrit au niveau de l'ultra-antisémitisme, avec un passé, une réalité d'antisémitisme, toute une histoire de l'antisémitisme. Donc si je vis en France, je ne peux pas, si je suis en France pendant 15 ans, 20 ans, je ne peux pas faire abstraction du débat qui m'entoure. Nous, on était étudiants, donc cette identité-là, c'est-à-dire le problème de l'identité, donc il faut prendre d'abord l'espace où ils vivent, qui génère une forme de culture. Frantz Fanon disait qu'il y a des cultures qui sont antisémites et racistes et d'autres qui ne le sont pas. Ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas devenir. La preuve, les cultures africaines ne sont pas foncièrement, je n'ai pas dit xénophobie, ne sont pas racistes. Elles connaissent la xénophobie, mais elles ne sont pas racistes. Parce que le racisme suppose que par rapport à l'identité de l'autre, je crée fictivement son être. C'est là que je dis à raisonner de l'être de l'autre. À raisonner de l'être de l'autre, c'est quoi? C'est créer une identité. Donc, quand je dis ces afro-européens qui deviennent antisémites, ils deviennent antisémites parce que c'est leur culture. Parce qu'ils sont dans une ambiance culturelle qui leur offre l'occasion de le faire, de le devenir. J'ai insisté sur ce fait parce que moi, comme j'ai bien compris, toi aussi, tu as une vision d'identité qui est créée, qui est construite, qui est dynamique, qui a une histoire, etc. Je veux maintenant ouvrir le débat pour les questions. Simon. D'abord, je vous remercie beaucoup. Dans les campagnes pour les droits des Noirs, pour les droits civiques aux États-Unis, contre l'apartheid, il y avait toujours une présence disproportionnelle des Juifs. Il y avait des vecteurs de coexistence, d'unité, solidarité, des plateformes existaient. Aujourd'hui, je crois que, en Sri Lanka, les barbares, en
en principe, étaient vus par la communauté juive comme des aberrations et pas le norme. Selon vous, on comprend que la situation est beaucoup plus désastreuse, mais il n'y a pas les vecteurs aujourd'hui. Il n'y a pas des plateformes de solidarité. On a essayé de créer ça avec le CRAN en France, mais en invitant quelques Afro-Européens, comme vous dites, qui sont éduqués, ça ne représente pas la réalité du problème. En invitant des Rwandais pour commémorer ensemble les génocides, ce n'est pas la réponse à la situation que vous décrivez. Et je me demande, qu'est-ce que c'est la réponse? Vous avez parlé plutôt de l'islamisation, de la transplantation du continent africain en Europe, d'une guerre qui se procède en Afrique entre musulmans et chrétiens. Mais vous n'avez pas parlé plutôt de la présence chrétienne noire, les sionistes noirs, qui existent encore. Est-ce qu'ils perdent cette guerre qui est transplantée de l'Afrique? Comment vous voyez du côté juif, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que Crown Heights, il y avait des essais des best practices pour recréer, même après l'incident avec le rabbin qui est le jeune noir. C'est notre responsabilité, moi je représente une organisation juive, le Centre Simon Wiesenthal, de préparer pour ces nouvelles menaces. Et je ne vois pas une réponse dans vos commentaires. En fait, j'avais écrit un article, c'est pas qu'on peut lire sur le site de Eastgate, qui répond à peu près à vos préoccupations. C'est-à-dire que comment est-ce que, effectivement, contrairement aux années antérieures jusqu'à fin 80, comment était-il possible que Juifs et Africains, laissons 73, ça n'a jamais rien empêché de collaboration. Comment ça se fait que sur des questions importantes et surtout sur l'avenir, aujourd'hui il n'est plus possible que Juifs puissent effectivement collaborer comme c'était, comme vous l'avez dit. Effectivement, dans le mouvement au niveau de l'apartheid, comme au niveau de la lutte des droits civiques en Amérique, beaucoup de Juifs y ont participé, notamment Daniel Morgan, qui était un journaliste et qui était un ami, paix à son âme, qui, avec Elie Wiesel, qui ont été, en tant que journalistes, les acteurs de rapprochement entre le président d'Égypte, que après les islamistes ont tué, et qui ont finalement permis que Sadat aille en Israël. Ça a été le premier pas. Donc, au niveau des Juifs et Africains, vous pouvez lire la dernière phrase que j'ai écrit, en fait, je n'ai pas lu, j'ai dit, les Juifs et les nègres ne sont-ils pas naturellement destinés à s'entendre? J'ai sauté sur beaucoup de choses. Lévinas dit, il a dit plusieurs fois, les Juifs et les Noirs sont inscrits dans le messianisme hébraïque contre la bête méchante de Rome. Pour ceux qui ne connaissent pas la théologie, c'est assez simple. Il n'y a personne en tant qu'identité qui est impliquée ici, mais c'est simplement pour dire que toute forme d'impérialisme, tout thème d'impérialisme trouvera toujours dans le langage de Lévinas des Juifs et des Noirs du même côté. Et la preuve, ce que j'ai dit dans cette africanisation, au moment où l'Afrique, avant l'africanisation, avant la naissance du Maghreb, c'est-à-dire avant l'arabisation du Maghreb, mais c'est l'espace israélien qui a été africanisé, c'est-à-dire arabisé. Qui a été arabisé. Avant, les Romains l'avaient arabisé. Donc, que faut-il faire? C'est pour ça que j'ai commencé ma conférence par l'idée entre les deux voisins. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, et ça, c'est d'accepter, que les Juifs doivent accepter de mettre, disons, toutes leurs ressources humaines en visibilité.
Si les autres le font, pourquoi ne le faites-vous pas? Il faut changer de méthode. Autant il y a les imams peuvent demander une manifestation, ou des gars de gauche peuvent demander une manifestation, effectivement, par une forme de lobbyisme, juifs et africains, arméniens et tout ça, doivent créer un lobbyisme où ils doivent s'entendre sur ce qu'ils ont ensemble. Il faut le faire. Au départ, d'autres diront, ah ben, il y a des intérêts. Non, il faut le faire parce que c'est des vies. Imaginez qu'on a créé juif en 94. On était des jeunes étudiants. On voyait ce qui venait. Donc au lieu de dire, de fermer les yeux, on a dit, les seuls qui peuvent comprendre ce que nous traversons ou essayons de penser, c'était les juifs. C'était aussi simple. Nous, on était étudiants, on est venus ici. Un jour, on était à la télévision, c'était à Poitiers. Et puis on attend. Non, lui, c'est pas Patrick Bruel, c'est Ben Guigui. Bon. Et dans la même période, si vous vous rappelez, au milieu des années 80 et fin 80, Ben Guigui et tout ça, les juifs étaient insultés, démonisés par le Front National. Bon, nous les nègres, on connaît ce que Fanon dit. Fanon dit, il écrit, toutes les fois qu'on commence à attaquer des juifs, vous les nègres, Fanon dit nègres, hein, vous devrez prêter l'oreille parce que vous êtes le tout, vous êtes les prochains qui seront attaqués. Et ça s'est toujours vérifié. Ça s'est toujours vérifié. Fanon, même si il a organisé la lutte de libération coloniale d'Algérie, mais Fanon n'a jamais baigné dans l'antisémitisme. Aimé Césaire, si vous lisez Cahiers d'un retour au pays natal, que les hommes ne lisent pas, mais lisez, Aimé Césaire va au loin jusqu'à dire, comme Lévinas aussi fait dans cette proximité de rapprochement entre juifs et noirs, en disant qu'ils sont inscrits dans le même messianisme, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose du passé, hein. C'est un messianisme à construire. Pour ceux qui connaissent un peu le judaïsme, on n'attend pas un messie qui vient, on le construit. C'est dans le Maasé que le messianisme sort. Donc c'est dans le Maasé, pas forcément au niveau, en continuant les rencontres entre des intellectuels, mais c'est aussi dans la rue, c'est aussi dans les quartiers, c'est aussi dans l'amitié. Deux amis, comme nous on l'a fait à l'époque, on s'est fait un traité de vendu par les Africains ici quand on faisait ces conférences, dans les années 80. Bon, après quand on a créé, quand je suis parti en Israël, bon, les hommes se sont plus focalisés sur la revue, à l'époque qu'on avait créée, que de mettre les hommes en dialogue. Peut-être faudrait-il lancer JUAF. On a encore une revue, on a notre dernière revue qui doit apparaître, mais bon, peut-être que je verrai avec les autres amis, on va le relancer. Et je pense qu'il faut faire comme les nègres ont fait pendant les deux guerres, légitime défense. Les autres essaient d'attaquer. L'éthique qui est la mienne, c'est ne jamais, au nom du mal qu'on a fait, de devenir moi-même un criminel. Mais par contre, on peut réellement créer des événements, des fêtes, mais des choses de rien, du vécu. C'est ce qu'on appelle la coexistence. Et puis, à partir de ce dialogue juif-africain, on peut faire dialogue juif-africain comme je l'ai donné. Quand je dis ces deux voisins, on peut les coupler à l'infini. Donc ceux qui font un peu de mathématiques, c'est deux, mais deux, trois. Donc tu fais juif arménien, indien, on peut le multiplier par des fêtes, par des choses. Et ceux qui veulent, ça va prendre du temps, parce qu'au départ on ne se connaît pas, on est comme ça, c'est comme ça. On a deux autres questions. Ouais, deux autres questions. Est-ce que je réponds à votre question? Et on va peut-être remettre ensemble. Il y avait une question ici, d'accord. Moi, c'est juste pas une question, c'est juste pour confirmer un des propos de Chalem, qui parlait qu'il y avait une africanisation de l'Afrique, par le biais notamment de l'arabisation de l'Afrique, qui est vraiment une forme de décolonisation, ou du moins d'une psychologie que sont toujours voulu les intégristes religieux. La plus grande mosquée d'Afrique ne va pas être construite en Afrique de l'Ouest, mais au Congo-Brazzaville, elle est financée par le Qatar. Elle est en construction. La plus grosse mosquée d'Afrique noire, ancienne capitale de la France libre. Et je voulais juste ajouter une citation que Jacques Chalem a fait, une citation. Céline disait que lorsqu'on haït le nègre et le juif, on n'haït pas deux catégories de personnes différentes,
bien la seule et même catégorie, puisque les juifs c'est l'albinos du nègre. Oui, je voudrais vous poser comme question, vous avez parlé de l'africanisation qui était en fait de l'arabisation de l'Afrique. Et dans ce cas, comment réagissent les Africains chrétiens vis-à-vis de l'antisémitisme? Comme je l'ai dit, en départ, je vous l'ai dit que comme civilisation conquérante, le christianisme et l'islam génèrent, produisent, cristallisent des idées antisémites. Donc, ils ont été sensibles à ça Non, mais si tu veux, quand vous lisez la sourate de la vache, vous lisez la sourate de la vache dans le Coran, où le juif se cache, les montagnes le dénonceront. Si vous regardez dans le programme de l'OLP, la même phrase reproduite existe. Les Africains chrétiens ne connaissent pas, j'espère, cette sourate. Ce que je veux dire, c'est qu'ils lisent la Bible. Ils lisent, inconsciemment, puis ils intègrent cette culture véhiculée par le christianisme. Maintenant, après, chacun décide de lutter contre la haine qui sont véhiculées par ce que j'appelle l'antisémitisme théologique, de substitution théologique. Parce qu'il y a pas mal de... Donc là, si vous voulez, à ce niveau-là, les chrétiens en Afrique sont comme les chrétiens ici, puisqu'en fait, ils ont le même programme d'enseignement, même si aujourd'hui, les prêtres en Afrique ne sont plus des pères blancs, que c'est des pères blancs, mais ils suivent le même canevas qui vient de l'Église catholique jusque... Et donc, souvent, il y a un antisémitisme passif. Oui, mais il n'y a pas de djihadistes chrétiens en Europe. Pas beaucoup, quoi, sauf des convertis. Vous savez, quand il y a eu l'affaire de Mera, vers Strasbourg, on a arrêté des Antillais, un jeune Antillais qui était complice aussi. Mais il était chrétien. Il était chrétien. Il y a un jeune, il y a un père, je crois d'origine du Togo, dont le fils était impliqué, qui avait averti que son fils est en train de se radicaliser. Mais le gars, il était chrétien. Mais simplement, son malheur pour lui, comme pour votre dramaturgie, un problème personnel se convertit à une haine et un ressentiment contre tous les juifs. Donc, les chrétiens en général sont plus sensibles et ils se sont aussi rédimés, hein, parce qu'ils se sont rédimés pour certains. Il y a eu tout un processus de dialogue judéo-chrétien, des machins comme ça. Bon, Lévinas y a participé puisqu'il a rencontré des chrétiens, des musulmans. Bon, ça c'est bon. Mais les chrétiens sont en dehors de l'antisémitisme dogmatique qui change, et surtout certains textes du Nouveau Testament ont été changés, sont en train de changer, notamment des termes comme les farouchim qu'ils ont changé et tout ça, pour pouvoir adapter. Mais maintenant, le problème avec les oulémas musulmans, c'est que est-ce qu'ils peuvent avoir cette audace que l'islam du Moyen-Âge avait de rationaliser la religion, puisque la théologie est une invention musulmane. Ce sont les premiers qui ont dit comment est-ce qu'on peut créer une science de Dieu. Est-ce qu'ils sont capables aujourd'hui de se permettre une nouvelle herméneutique? Mais en général, les chrétiens sont antisémites aussi. Ils sont antisémites, mais il faut voir les néo-nazis et tout ça, c'est des enfants de chrétiens, ils baptisent leurs enfants. Hein. Comme la question de Lucien. Oui, la question de... Bon. Oui. J'enchaîne sur ce que vous demandez, M. Samuel. Aux États-Unis, l'amitié entre nègres et juifs, comme le sommet, c'était pendant la lutte pour les droits civils. On a l'impression que ça a pris le sens contraire depuis longtemps et qu'aujourd'hui, c'est vraiment grave. Et que, comme il n'y a pas la même immigration aux États-Unis, on n'a pas le même l'open proletariat
radicalisés, mais il y a les Noirs aux États-Unis qui, me semble, vont dans ce sens. Est-ce que vous voyez ça? Et aussi, par exemple, les camps d'entraînement du djihad, c'est partout aux États-Unis, c'est surtout des Noirs qui sont nés aux États-Unis, qui ne sont pas même, c'est pas le même mouvement que les Black Muslims qu'on voyait dans les 70. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez un mouvement dans l'autre sens? Disons que les plus radicaux qui sont pratiquement dans le quartier où j'habite, les plus radicaux aujourd'hui qu'il faut vraiment suivre de près, c'est les Neo-Black Panthers. Parce que les Neo-Black Panthers prennent des jeunes afro-européens ici, vont se former chez eux. On n'a pas à craindre ceux qui sont dans l'ethiopisme, qui sont dans toutes les théories de substitution théologique, nous sommes les vrais Hébreux, ils ne sont pas les vrais Hébreux, eux on les connaît, hein, ils ont leur chapelle, on les suit. Mais les plus vicieux sont ceux qui sont des activistes et qui ont des milices. Et un homme comme, j'aime pas dire les noms lorsque ce n'est pas nécessaire, mais un homme comme Farrakhan, effectivement, il a un potentiel énorme de nuisance, de désolidarisation entre juifs et africains, comme Al Sharpton aussi. Mais en Amérique, je retiens toujours, et ça je commence à le voir, l'antisémitisme est tenu. Le racisme et l'antisémitisme, c'est viscéral et c'est comme ça. Le mec, le noir américain, il ne va pas directement venir comme ça, mais il n'aime pas le juif et tant qu'il n'a pas un business à faire avec lui, il n'a rien à voir avec lui. Et ça, c'est la nouvelle génération. C'est-à-dire une génération qui est née où, au lieu de valoriser des éléments comme la famille, l'éducation et tout ça, c'est gagne de l'argent et puis soit un people. Et dès que l'alimentaire remplace le cerveau, on a des bêtes. L'homme devient une bête. On va terminer maintenant sur ce mot. Merci beaucoup.